OK. Fait que chaque cliente qui rentre, j'ai sa feuille de route. OK. Tu sais? Fait que ta femme vient au salon. Bon, ben écoutez, on a fait ça, ça, ça. Je regarde vos cheveux. Regardez l'amélioration que ça fait. Est-ce que ça va plus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire encore? Plus tu fais ça, plus tu suggères. Je ne vends pas un produit, Non, je c'est suggère. ça. Ça Je se fait tout recommande. seul après. Je recommande un produit. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. Cette semaine, un invité qui est connu par beaucoup de coiffeurs au Québec. C'est l'animateur des concours de l'ABA qui a fait ça pendant, je ne sais pas, on va le savoir pendant le podcast, mais au moins 15-20 ans. Donc, c'est un coiffeur qui est extrêmement connu et apprécié. Je vous présente Léopold Bissonnette. Merci beaucoup, Léopold, d'être là. J'apprécie énormément. Ben, c'est un plaisir, Stéphane. C'est vraiment apprécié, puis je suis vraiment content. Puis, je t'ai introduit comme quoi tu es l'animateur de l'ABA, mais tu es propriétaire de salon depuis beaucoup d'années et tu es aussi le créateur du comité sectoriel, dans le fond, de Soins personnels Québec, qu'on a parlé avec Sylvain Camiran ici même. Ouais. Mais c'est grâce à toi que ça existe, c'est ton idée. C'est tes actions qui ont fait que ça existe aujourd'hui. Oui, mais la coiffure, c'est un beau métier, puis c'est un métier professionnel, puis on voulait que les coiffeurs méritent d'avoir une chance de devenir professionnels, pas simplement en artisan, mais aussi en savoir-faire, par rapport que on avait été complètement déréglementé au Québec. Ça veut dire qu'auparavant, quand tu avais été reconnu, tu pouvais avoir ton salon de coiffure, tu pouvais faire des choses comme ça. Puis à un moment donné, quand ils ont déréglementé, par rapport que ces dépressions qu'ils ont eues avec les centres d'achat qui étaient obligés d'être ouverts 7 jours par semaine, le dimanche. Ouais, c'était Mme Marois. C'est ça. Puis les centres d'achat, eux, ils peuvent ouvrir, là, mais nous, on était réglementés. Fait qu'on ne pouvait pas travailler les fins de semaine et ouvrir, réveiller les heures comme ça. C'est ça, dans le fond, les salons de coiffure exigeaient, c'est-à-dire les centres d'achat exigeaient aux salons de coiffure de rester ouverts, mais oui. légalement, on n'avait pas le droit d'ouvrir. Oui. Fait que, donc, Mme Marois n'avait pas le choix de changer les règlements. C'est ça? Bien, c'est ça qu'elle a fait à un moment donné, mais qu'est-ce que tu veux? Ils ont pratiquement imposé ça. Et c'est ça qui a changé toute la réglementation dans les coiffures. Que n'importe qui maintenant pouvait s'ouvrir un salon de coiffure, n'importe qui pouvait... tu n'avais plus de carte de compétences à passer, tu n'avais plus de reconnaissance professionnelle à passer également. Il n'y avait plus de comité sectoriel, donc c'était la liberté totale. C'est ça. C'était la jungle. Mais tu étais obligé de passer... Tu sais, auparavant, comment je te dirais bien ça? On allait à l'école de coiffure, comme j'ai fait, moi, à Montréal. On allait à l'école de coiffure. Et après ça, tu passais tes examens. Et puis, on te donnait un certain nombre de temps avant que tu puisses aller passer ta carte, oui. Soit de compagnon coiffeur, oui. Ou ta carte de coiffeur professionnel reconnu. Exact. Et quand tu avais une carte de salon de coiffure professionnel reconnu, oui. Tu avais le droit d'ouvrir un salon de coiffure. Exact. Si tu n'avais pas de carte de compétence, tu n'avais pas le droit. Tandis qu'aujourd'hui, un plombier peut ouvrir un salon de coiffure. Oui. Mais quand Mme Marois a mis fin au comité sectoriel... Pas au comité sectoriel. Mais non, pas, c'est-à-dire au comité paritaire. Oui. Oui, c'est un détail important. Oui. Quand elle a mis fin au comité paritaire, mais elle était supposée de remplacer ça par autre chose, mais ça n'a jamais été fait. C'est ça qui est le problème. C'est pas le fait qu'ils aient enlevé les comités paritaires, c'est qu'ils les ont pas remplacés par d'autres choses de mieux. Oui. Ils les ont pas remplacés du tout. Puis depuis ce temps-là, c'est... C'est parce que le gouvernement a changé. Ben oui. Mme Marois n'a pas été élue. Réélue, ben Et oui. puis à ce moment-là, mais c'est là. Ça a resté là, les comme autres, ils n'ont rien fait depuis ce temps-là. Voilà. Puis, ben c'est on a fait des pressions. C'est pour ça qu'à un moment donné... Mais toi, tu as été président de l'Association Coiffeur Québec longtemps aussi. Il y a Oui. eu M. Louis-Robert Frappier qui a été le premier président de l'Association Coiffeur Québec. Mais après, ça a été toi, je crois. Non, on était tous les deux. Louis-Robert et moi, on était tous les deux. Les deux? Oui, c'est nous, on a eu l'idée de penser ça.
Avec ça, c'est là qu'on a fait un comité sectoriel. Non, mais je parle de l'Association Coiffeurs Québec. L'Association Coiffeurs Québec, oui. Ça, c'est avant Oui. Dans le fond, c'est avant le comité sectoriel. Oui. Il y avait Mario Huot, il y avait Louis-Robert Frappier. Ça, c'était en 1995. Est-ce que toi, tu étais là à ce moment-là? Oui. Tu étais déjà là. Oui. Puis, c'était Louis-Robert Frappier qui était le président. Puis toi aussi, dans le fond, vous étiez comme... Quand Louis a arrêté, j'ai pris la présidence. OK. C'est ça. OK. C'est ça qui s'est passé. C'est oui. À ce moment-là, tu as décidé de trouver une façon de créer le comité sectoriel. Oui. Parce qu'il y avait plein de métiers qui avaient des comités sectoriels, mais pas la coiffure. C'est ça. Puis on voulait avoir une reconnaissance du gouvernement. L'Association Coiffeurs Québec, c'était une association de coiffeurs. Exact. Bon. Mais là, on voulait avoir plus une reconnaissance. Puis avec le Soin personnel Québec, ça se donnait la coiffure, l'esthétique, massothérapeute, tout ça pouvait rentrer en complet dans les soins personnels. Exact. Puis après, une fois que tu étais président de l'Association Coiffeurs Québec, puis tu es devenu aussi, tu as été un bout de temps président de Soins personnels Québec. Oui. Puis, je pense un de tes rêves, c'était d'avoir la norme professionnelle. Ça aussi, c'est ton idée, puis c'est dans le fond, puis c'est pendant que tu étais le président que ça s'est fait, tout ça. La norme professionnelle pour les coiffeurs. Oui. Oui. Ça, tu peux être fier de ça, là. Ben oui, mais par rapport qu'il a fallu branler des cages à un moment donné, tu sais, parce que le gouvernement, oui, on aurait dit que le gouvernement ne nous prenait pas au sérieux, mais c'est sérieux. sais. Exact. Puis souvent, j'en parlais aux députés ou aux ministres. Parlez-en à vos femmes, voir ce qu'ils en pensent, eux. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur coiffeur et leur coiffeuse. C'est ça, ou leur coiffeuse, tu sais, puis de leur esthéticienne. Parce que tu peux pas avoir... Écoute, c'est des soins, c'est des soins professionnels. Mais pour avoir un soin professionnel, il faut que tu aies des aptitudes professionnelles. Exact. Puis avec ça, mais c'est pour ça qu'on a poussé ça fort. Puis finalement, ils nous l'ont accordé. Ça a fonctionné. Oui. Puis là, ils le font pour l'esthétique, puis ils espèrent le faire pour la massothérapie. C'est ça, oui. Donc, ça évolue. Oui. Puis, bon, ça, c'est par rapport à Soins personnels Québec puis l'association. Mais quand on parle de Léopold Bissonnette, là, tous les coiffeurs pensent tout de suite à l'ABA, que tu as animé les compétitions. Ça a commencé en quelle année, tout ça? Oh mon Dieu, l'ABA, écoute, bon, moi, je peux te dire au moins une quarantaine d'années. Ah oui? Oui, une quarantaine d'années sinon. Fait qu'on a commencé à faire ça, puis là, ça groupait l'ABA, tous les distributeurs, manufacturiers. C'est à la Place Bonaventure, ça? Ça a commencé même avant la Place Bonaventure, ça a commencé à l'hôtel Mont-Royal. OK, ça, j'ai pas connu ça, moi. Non, ça n'existait pas. Fait que tu n'avais pas de grands endroits comme ça. Fait qu'à l'hôtel Mont-Royal, tu avais des salles de réception. Fait qu'ils ouvraient un plancher complet pour faire ça. Ben oui. Puis là, les manufacturiers ou les distributeurs étaient là, puis les coiffeurs allaient là en grand nombre. C'est ça. Tu avais des milliers de coiffeurs et coiffeuses esthéticiennes qui venaient pendant 2-3 jours voir ça parce que chaque manufacturier, distributeur avait des coiffeurs vedettes qui engageaient, faisaient des plateaux. Et puis, à ce moment-là, donnait une présentation professionnelle de coupe, de coiffure, de couleur, soit que tu voulais, soit manufacturier un tel ou tel autre manufacturier, sans les nommer. OK. Puis, ça a pris d'envergure et puis ça a monté, comme tu vois aujourd'hui, là. Exactement. Puis, ben les compétitions, peut-être que je me trompe, mais il me semble que tu m'as déjà dit qu'il y avait déjà eu un autre animateur pour les compétitions avant toi. Oui. Mais je me souviens plus c'est qui. Ah, ben, tout un monsieur. C'est quoi son nom? Pierre Thibault. Oui, c'est ça. Là, je me souviens, tu m'avais dit ça. C'est grâce à lui que moi, ça m'a aidé. Par rapport que... OK. La majorité des coiffeurs et coiffeuses qui faisaient du plateau, c'était des coiffeurs et coiffeuses d'expérience. Oui. Dont d'un certain âge, tout ça. Puis à un moment donné, j'avais cette facilité de m'exprimer, puis d'être capable d'expliquer ce qu'on faisait. Toi, tu faisais du plateau. Avant d'animer les compétitions, oui. T'as été choisi parce que tu étais déjà connu parce que tu faisais du plateau. Oui. Pendant l'ABA. Oui. OK. À ce moment-là,
j'ai comme ouvert une porte aussi à de nouveaux jeunes coiffeurs et coiffeuses qui voulaient en faire du plateau et monter. Pas nécessairement juste des gens que ça faisait 40 ans qu'ils faisaient. OK. C'était très bien, mais les jeunes voulaient voir aussi des jeunes. Tu sais, Ben oui, ben oui. Ben, ça a parti comme ça, puis on a monté. Dans le sens que les compétitions ont un peu parti à cause de ça. C'était comme pour créer de la relève? C'est par rapport qu'on regardait beaucoup de télévision, puis tu regardais, tu voyais aux États-Unis que tu voyais les compétitions de coiffeurs, puis tout ça. Fait qu'ici, mais pourquoi? Pourquoi on n'en a pas? Pourquoi on n'a pas au Québec? Pourquoi on n'a pas? Fait que on le fait. Puis ça a monté une motivation très, très forte, assez qu'on était obligé d'en prendre juste certains. Ben parce oui. que tu n'avais plus assez de plateformes, de plateaux qui voulaient faire ça. Moi, je me souviens que les premières fois que j'étais allé aux compétitions de l'ABA, il y avait une présélection avant parce qu'il y avait trop de monde qui voulait participer. Puis à la fin de l'ABA, il y avait quasiment plus personne qui voulait participer. Fait qu'il n'y avait plus de présélection. Il n'y avait pas beaucoup de participants, mais dans les premières années, c'était la folie. Là. Oui. C'était les 90 personnes, puis ils en choisissaient une quarantaine ou une quarantaine. Oui, mais c'est parce que tu n'avais pas assez de plateaux où tu peux t'imaginer des plateaux que tu as eu 90 concurrents sur le plateau à faire ça. Exact, c'est impossible. Et à juger des concours, puis tout ça. Fait qu'ils faisaient des sélections, puis ils en prenaient une quinzaine ou une vingtaine maximum pour faire ça. OK. Dans le type de compétition, parce que tu n'avais compétition couleur, compétition brushing, mise en pli, coiffure de fantaisie. Je recule loin, là. Il y avait toutes sortes de types de compétitions. OK. Alors, en ce moment... C'est qui, à cette époque-là, là, avant que tu sois animateur, il y en avait des compétitions, puis c'était M. Thibault. Oui. Toi, tu allais les voir, ces compétitions-là. Ben oui. C'est qui les gagnants de ces années-là que tu te souviens encore qui ont marqué l'industrie? Ah, mon Dieu, des gars comme Jean-Claude Quevillon, Oui. Claude Duquette, Oui. et attends une minute, je pourrais te donner une coiffeuse, j'ai un blanc de mémoire, là, mais... Madame Gravel? Oui, et puis... Il y en a. Ça, c'est ceux qui t'ont marqué le plus à cette époque-là. Oui. Tu arrivais là, puis ça... Puis ces gars-là, ils étaient tellement simples à expliquer que souvent, ils restaient après la compétition, puis les coiffeurs et les coiffeuses venaient leur parler, venaient demander un autographe, puis tout ça. Et ça incité les gens à vouloir en faire des compétitions. Oui, oui, oui. Puis qu'est-ce qui a fait que M. Thibault t'a demandé de le remplacer? Parce qu'à un moment donné, il s'est mis à travailler pour un distributeur qui s'appelait Vincent Beauty Supplies. Ah, ça, j'ai pas connu ça. OK. Tu avais beaucoup de... Sans les nommer, Chalut, tout ça. Puis à un moment donné, lui, il travaillait pour ça. Fait que là, il ne pouvait plus le faire. Puis à un moment donné, bien, lui, il a recommandé fort de le faire. Il dit, écoutez, parce que Pierre, c'était un coiffeur avant tout aussi. OK? Il avait eu plusieurs salons. Puis à un moment donné, j'ai commencé par... Il t'a proposé. Oui. Puis là, ils ont dit, maintenant, ça va être Léopold qui va animer ça. Ça, la première fois que tu as fait ça, c'était en quelle année? T'en souviens pas. Là, tu me poses une question parce que ce que j'admire là, de toi dans ton émission ici, c'est qu'il n'y a pas eu de préparation. Exact. On en parle de ça. Fait que, en étant préparé, j'aurais fait une recherche. Mais c'est pas grave si tu t'en souviens pas. Oui. Mais moi, je suis arrivé dans l'industrie de la coiffure en 93. Puis que la première fois que je t'ai vu, c'était en 93. C'était à une compétition de coiffure. Puis là, je t'ai rencontré. Isabelle participait au concours. Mais toi, tu devais déjà le faire avant ça. Là. Oui. Mais pour animer une compétition, il faut en avoir fait. Aussi. Comprends-tu? Fait que là, il faut que tu as mérité le droit de parler, en reconnaissance que tu faisais ça. Puis j'encourageais. Puis les gens, c'était pas juste d'animer. Maintenant, il y avait beaucoup de coiffeurs et coiffeuses qui voulaient faire de la compétition. Assez que j'étais obligé de prendre une journée complètement au salon juste pour répondre. Aux questions. Comment faire pour les inciter à faire, les motiver à le faire. Puis, c'était pas juste animer ta job, là. C'était de préparer tout ça. Là. C'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, tes voix, là... tu vois, un coiffeur, tu vas rencontrer aujourd'hui, ils vont parler, ils vont bien coiffer, mais à un moment donné, quand tu montes, puis là, tu as 2-3 000 personnes qui te regardent, il se passe quelque chose dans ton estomac, un chatouillement nerveux, où tu vois, là. Puis à un moment donné, c'est ça que je leur disais. Écoutez, vous êtes là, vous êtes tous des gagnants. Oui. Il y en a un ou une qui va rapporter des trophées, mais vous êtes tous des gagnants. Croyez-moi, j'ai passé par là avant vous.
Et ce que tu ressens après, c'est cette capacité, cette force, cette beauté que tu peux avoir participé parce que tous les concurrents étaient préparés. Fait que c'était tous des belles coupes, des belles couleurs, des belles coiffures, comprends-tu? Ouais. Mais alors, les juges jugeaient ce qui semblait être meilleur, mais ça ne veut pas dire que les autres, c'était pas bon. C'était excellent. Alors, il y a 3000 personnes qui vous gardent. Vous êtes 15 sur les 3000 qui compétitionnent. Vous êtes spécial. Bien, je comprends. Très spécial. Y en a-tu qui t'ont marqué plus que d'autres dans les dernières années? C'est souvent le même monde. Souvent, dans le fond, ceux qui tripaient là-dessus, ils participaient quasiment à chaque année. Mais oui. Toi, tu les as tous vus gagner. Y en a-tu des... À tour de rôle, là, gagné, parce qu'au moment donné, t'en avais un qui finissait le premier, puis un qui finissait le deuxième, ou une aussi, comprends-tu? Oui. Mais à ce moment-là, les autres, ils se représentaient à chaque année parce qu'ils voulaient gagner. Ça changeait, les gagnants. Ouais, c'était pas toujours les mêmes. Puis ça s'incitait les jeunes à venir aussi. Ouais. Puis de là, ça a poussé plus loin, pas simplement au Québec. Ça motivait pour le championnat canadien. Ben oui, à Toronto. Puis aller au championnat canadien, à un moment donné, ça incitait les gens à aller plus loin pour aller se présenter dans les championnats d'autres pays. Exact. Puis si on revient à toi, Léopold... Oui. Dans le sens que, là, à un moment donné, t'es un enfant, puis là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises « Je veux devenir coiffeur ». C'est quoi qui s'est passé? Bon. Ma mère est tombée veuve avec 4 enfants sur les bras. Moi, je suis venu 10 ans après, le dernier. Tu étais le plus jeune. Oui. Maman est venue veuve, puis à ce moment-là, maman était coiffeuse avant. OK. Elle avait marié mon père qui était comptable. Dans ce temps-là... les couples ne travaillaient pas comme aujourd'hui. Tu sais, maman avait son salon de coiffure, papa avait une firme de comptabilité, fait que maman avait lâché la coiffure, puis elle avait fait des enfants, puis elle élevé des enfants. Oui. Bon. J'ai vu ma mère travailler tout le temps. Toi, tu l'as vu coiffeuse? Ah oui. OK. Coiffeuse, c'est tout ça. Puis à un moment donné, maman voulait que, vu que j'étais le dernier des enfants, elle voulait que je sois... bien placé, pas m'envoyer pendant des années au Collège Notre-Dame. OK. Tu habitais à Montréal? Oui. Fait que là, j'allais au Collège Notre-Dame, puis là, faire des Collèges Notre-Dame. Puis à un moment donné, quand j'ai vu ça, maman a dit, on va te faire un cours d'orientation professionnelle, qu'est-ce que tu aimerais faire, tu sais? Fait que là, j'avais passé ce cours d'orientation professionnelle. Il dit, il est bon pour travailler en loi, il ferait un bon avocat ou quoi que ce soit, mais ce qu'on remarque chez lui, c'est son côté artistique, son côté, tu sais, de lorsqu'on parle. Puis, fait qu'elle dit, quoi, il veut faire un chanteur, veut faire ça ou quoi? Non, je pense qu'il aimerait ça faire, ce que vous faites comme métier, parce que, vu que mes sœurs et mon frère étaient plus vieux, quand j'avais fini l'école avant d'aller au collège, oui. Je terminais, mais j'allais au salon. Maman n'avait pas de gardien, j'allais au salon. Ben oui. Je regardais. C'était comme ta deuxième maison. C'est ça. Puis, tes frères et sœurs n'étaient pas dans la coiffure? Juste ta mère ou il y avait... Non, eux autres ont travaillé. Mes sœurs avaient toutes des bacs, là, puis ils étaient bien placés. Mon frère, lui, il a voulu faire un coiffeur pour homme. OK. Oui. Mon frère qui est 10 ans plus vieux que moi, là, lui, il a voulu faire un coiffeur pour homme, puis très bon pour ça. Il a fait ça toute sa vie? Oui. Fait que c'est ça, quand on a fait toutes ces choses-là, tu te dis à un moment donné, mais maman ne voulait pas que je fasse un coiffeur. Non, elle voulait que... Mais pourquoi, maman, tu veux pas que je fasse un coiffeur? Mais tu sais, Léopold, dans ce temps-là, la réputation des coiffeurs... Elle n'était pas à son meilleur à cette époque-là? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient gays. Okay. Elle a dit, tu vas passer pour un gay, puis ça va te toucher ou quoi que ce soit. Mais maman, moi, je le sais que je ne suis pas gay. Puis je connais des gens qui sont gays, puis c'est du monde correct. Exact. Oui, mais tu sais, je t'ai envoyé au Collège Notre-Dame, tu es gradué de Notre-Dame, là, tu vas rentrer vraiment à l'université ou quoi que ce soit. J'ai dit, maman, hein, pourquoi je ne ferais pas ça? Coiffeur, laisse-moi une année. Essayez. On va aller à l'école de métiers commerciaux. Je vais essayer de me qualifier pour entrer parce qu'ils prenaient juste 2 coiffeurs par session pour en coiffure. C'était tous des filles, mais 2 coiffeurs. OK. Ah.
Il acceptait juste 2 garçons. Par classe. Fait qu'il y avait 4 classes, fait qu'il y avait 2 gars. On était 8 coiffeurs sur une centaine de filles. OK. Fait qu'à la fin de l'année, il y avait des examens. Puis là, dans les examens, on avait des coiffeurs renommés qui venaient comme Bernard, Guillaume Drujon, Roland de Saint-Germain, Oui. qui étaient super. Eux autres étaient des juges qui venaient. OK, pour des concours qui faisaient à la non, fin non, à les examens que Oui, tu il faisais. était juge. Puis ils donnaient un certain nombre de points. Parce que ça prenait 4 ans avant que tu passes tes examens pour devenir ta carte A en coiffure. OK. OK? Fait qu'à ce moment-là, tu avais un certain nombre de points. Et puis le point te donnait, ce que tu veux passer. Fait que moi, j'avais fini le premier dans ma session à l'École des métiers commerciaux. Comprends-tu? Tu étais déjà quelqu'un d'extrêmement motivé. Là, oui, puis j'aimais consciencieux. ça. Bon. Oui. Fait que là, j'ai dit, tu vois, maman... C'est ma place. C'est ça. Fait que tu vois, au lieu de prendre 4 ans, au bout de 3 ans, ils donnaient un examen que tu pouvais passer, que tu faisais cet examen-là, puis ça te rendait éligible à passer ta carte A, devenir coiffeur. Puis, je suis devenu, je pense, le plus jeune coiffeur à passer sa carte de compétence. La carte A. Oui. Hey, c'est bon. Fait que... C'était où ton premier emploi? J'ai travaillé sur la rue Notre-Dame. OK, à Montréal. Et puis, sur la rue Notre-Dame, c'était pas un coiffeur, c'était un homme d'affaires qui avait ça. Et puis, je voulais qu'il incite les autres à faire de la compétition. Viens, tu vas voir, ils vont aimer ça, ça crée une animation, quoi que ce soit. Lui, il n'était pas intéressé à ça. OK. Fait qu'au bout d'un an, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un local sur la rue Saint-Jacques. Puis tu as ouvert ton premier salon. Premier salon. J'avais le droit, j'avais ma carte de... C'était dans le Vieux-Montréal. Oui. Fait que tu as toujours été dans le Vieux-Montréal. Oui. Parce que là, ton salon que tu as depuis longtemps est dans le Vieux-Montréal sur la rue Notre-Dame. Oui. Puis que tu as fait Notre-Dame, Saint-Jacques, Notre-Dame. Oui. Mais j'ai oublié une chose, c'est parce que durant ce temps-là aussi, j'avais beaucoup de... Vu que je faisais des congrès pour beaucoup de distributeurs manufacturiers, à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir travailler avec moi. Ben, écoute, en dehors. Puis, fait que là, non. À ce moment-là, j'ai parti une chaîne de salons de coiffure qui s'appelait Carpe Diem. Ah, je savais pas ça. OK. Carpe Diem, ce qui faisait pourquoi attendre demain, soit belle aujourd'hui. Fait que j'avais parti avec des associés. Ah oui. Dans ce temps-là, les gens qui étaient spécialisés dans la coupe de cheveux, tu avais un salon que tu avais un coiffeur qui est arrivé avec Vidal Sassoon d'Angleterre, la coupe, Charles Booth. Oui. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré la mère de mon fils. OK. Comprends-tu? Puis là, de ça, eux autres, ils m'ont vu, ils ont dit, mais on aimerait ça avoir un salon aussi ou quoi que ce soit. Bon, ben j'ai dit, on va s'arranger. C'est là que tu es allé voir Pierre Thibault. Puis je dis, Pierre, mais peut-être qu'on pourrait s'arranger pour faire des chaînes de salon. Puis c'est là qu'on a parti des chaînes de salon. Toi, M. Thibault? Non, Pierre, lui, il n'avait pas le droit. OK. Ça, mais moi, avec les coiffeurs. OK. Là, vous avez combien de salons vous aviez? Le salon Carpe Diem, j'en ai eu 8. Hey, c'est bon, ça. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'était très bon, mais à un moment donné, il est arrivé, je sais pas, je dirais peut-être il y a 10-15 ans, une crise économique qui est arrivée où tout partout, là, à un moment donné, ça coûtait cher, on n'avait plus, et puis les coiffeurs ont voulu se dissocier, puis essayer de partir tout seul ou quoi que ce soit parce que tu n'arrives plus à supporter les frais. Oui. Fait que je dis, moi, là, c'est parce que je veux bien être un homme d'affaires, mais avant tout, je vis pour mon métier. Exact. Je le fais encore aujourd'hui parce que j'aime ça. Pourquoi m'arrêter de faire une chose que j'aime? Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, je vais vendre mes parts, puis arrangez-vous avec. C'est bon. Il y avait leur liberté. Oui. Puis là, aussi, toi, ça te donnait du temps pour faire d'autres choses. Oui. Puis ben, j'ai toujours fait. Tu avais ton salon. Oui. J'ai toujours fait. Ben, regarde, ça a été plus loin que Montréal puis le Québec. Tu sais, les compagnies américaines comme Redken m'ont engagé, moi, pour faire des spectacles en dehors des... Que tu as fait beaucoup de plateaux pour Redken, mais
À l'extérieur de Montréal, aux États-Unis. Ça, tu as fait ça longtemps? C'est ça, oui. Ça, t'aimais ça, faire ça? Oui, ben oui, beaucoup. Je voyageais en plus de ça. Écoute, j'ai même fait j'étais le premier Québécois à faire l'international Redken mondial à Hawaï. Wow! Wow. Fait que... Là, c'est un gros congrès qu'il y avait là. Ben, c'est le congrès mondial. Ça veut dire que ça changeait de ville à chaque 4 ans, c'était ça? C'est ça. Exact. Hey, t'es au courant. On dirait que tu étais coiffeur toute ta vie aussi. On jure. Parce que tu en as fait des choses, toi aussi. Ben oui. J'ai même rencontré en faisant des associations. Puis, ben oui. Puis ces plateaux, je me rappelle, on a failli même partir un salon, tu t'en rappelles? Oui. On avait organisé ça, qu'on voulait, avec les distributeurs. Puis, faire un plateau. C'est ça. La québécoise ou quelque chose comme ça. Oui. Je me souviens très bien. Fait que tu as quand même fait beaucoup de plateaux pour Redken, puis tu as dû rencontrer des coiffeurs internationaux à plusieurs reprises, vu que tu faisais ces shows-là. Tu allais dans un gros congrès. Il y en a-tu un qui s'est démarqué, qui t'a... Bien, il y en a beaucoup là-dedans que vu que j'étais de French Canadian. OK, oui. Puis là, je faisais des spectacles aux États-Unis à travers ça. Bien, à un moment donné, les manufacturiers distributeurs, qui avaient une grosse majorité d'Américains là-dedans aussi, ils se sont mis à engager des coiffeurs américains aussi pour venir voir puis échanger avec les coiffeurs canadiens et coiffeuses canadiens, de participer puis d'offrir plus de ça à des spectacles. OK. Puis à ce moment-là, mais c'est là que j'ai commencé à animer beaucoup aussi, par rapport qu'il y en avait beaucoup... qui ne parlaient pas français. Toi, tu faisais souvent la traduction quand les coiffeurs internationaux venaient ici. Oui. Mais toi, tu faisais du plateau, mais dans le fond, tu faisais la traduction. Aussi. Parce que tu connaissais tous les termes de coiffure. C'est ça. Tu étais coiffeur. C'est ça. Tu étais habitué aussi au plateau. Oui. Fait que ça, c'est de quoi tu as fait souvent. Puis que tu aimais faire. Ben oui. Par rapport que, gars, ça faisait un plus. Tu sais, tu tombes sur un plateau, fait qu'à un moment donné, tu sais que c'est des choses nouvelles. Mais là, tu voyais des coiffeurs qui venaient de d'autres pays, des États-Unis. Puis pendant que lui expliquait en anglais, je traduisais mot pour mot tout de suite comme ça, là, tu sais. Oui. Ça, c'était vraiment bien, puis c'était apprécié. Puis ils étaient à l'aise. Ils travaillaient. Ça leur permettait d'être eux-mêmes sur le plateau, les coiffeurs. Fait qu'ils aimaient ça, puis ça se parlait. Puis plus ils parlaient, plus ils demandaient aux distributeurs. Puis là, ils ont commencé à faire la même chose. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est bon pour nous aussi. On a beaucoup de talent au Québec. Fait que j'ai dit, il y a beaucoup de coiffeurs et coiffeuses du Québec qui pourraient aller travailler aux États-Unis, à New York et ça. Puis ça me ferait un plaisir de pouvoir animer avec ça. Ben oui, puis on a commencé à faire ça parce que les Américains aiment beaucoup, tu sais, French Canadian. Oui, ça faisait un petit fait cachet. que ça créait déjà, tu sais, une amitié puis une liaison qui était forte. Mais c'était un bien-être pour la coiffeur. Puis les manufacturiers aimaient ça aussi. Ben oui. Tu sais? C'est vrai. Puis là, tu as eu ton premier salon, tu disais sur Saint-Jacques. Là, tu as resté là un bout de temps. Puis après, tu as déménagé sur la rue Notre-Dame ou il y en a eu d'autres entre Non, mais j'ai eu mon salon que j'ai fait là. Mais après ça, l'autre, c'est quand j'ai parti la chaîne des salons Carpe-Diem. OK. Puis là, que tu as tombé sur la rue Notre-Dame. Oui. OK. Puis là, tu es là depuis plus que 25 ans sur la rue Notre-Dame. Oui. T'es gentil. Plus que ça, mais on le dira pas. Ben non. Puis en réalité, tant qu'on bouge, tant qu'on aime ça, on peut continuer. C'est ça. Puis là, ce salon-là, ben, c'est un beau salon. Je l'ai déjà visité. C'est un grand salon. C'est un salon qui a toujours, dans le fond, bien fonctionné parce qu'il a tout le temps roulé et qu'il a toujours travaillé fort. Je suis privilégié. Tu sais, j'aime... Ben oui. Puis là, depuis quelques années, tu as ton garçon qui travaille avec toi. Oui. Ça aussi, c'est un beau cadeau de la vie. La relève. C'est ça, hein? Bon, oui. Fait que là, regarde, tu dis, bon, mais je suis là. Fait que je donne des responsabilités à Yann parce qu'il aimait ça. Je ne l'ai pas forcé à faire ça, tu sais. Oui. Puis il aime ça. Puis il fait. Et puis à ce moment-là, Yann est là. Puis c'est lui qui va prendre la relève. Puis moi, mais écoute, aujourd'hui, je travaille 3 jours par semaine. OK. Parce que j'aime ça. Ben oui. Comprends-tu? Puis tu fais pas des 12 heures, là. Non. Tu choisis tes... Non, ouais. tu choisis non, ton les horaire. clients, tu choisis jamais une cliente. Mais tu choisis tes heures de travail. C'est ça, oui.
Tu sais, mais c'est parce que j'aime des activités aussi. J'aime bien ça faire du golf. J'aime beaucoup jouer au golf. J'aime beaucoup... L'été, tu en profites? Ouais, ça. J'aime beaucoup faire du ski aussi. Puis, fait qu'à ce moment-là, ça me tient en forme. Et puis, je suis heureux. Ouais. Pourquoi on va arrêter? Tu sais, c'est conditionnel. Ah! Tu sais, ben à cet âge-là, il ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens, ça. Tu sais, je veux dire, tu fais quelque chose parce que tu l'aimes. Si tu l'aimes, ça va aller. Ouais. Puis quand tu ne veux plus faire ça, t'arrêtes, puis tu fais autre chose. Exactement. Puis ton garçon, Oui. avant de travailler avec toi, je pense que c'est ton garçon qui a travaillé en Europe. Ça se peut-tu, ça? Ben, il était 4 ans en Europe. C'est ça, hein? Il était 4 ans en Europe. Ça. Puis là, ça lui a fait connaître aussi Oui. une autre réalité. Ça, Oui. ça a dû lui donner du bagage, puis tout ça. Mais c'est parce que... OK. Quand tu travailles pour des coiffeurs français ou tu travailles pour des... Ils sont beaucoup plus sévères. Oui. Sévères, c'est pas dur, là. Tu sais, mais... Ils ont des attentes plus élevées. C'est ça. Puis à un moment donné, bien, Yann s'est aperçu que la patronne pour qui il travaillait à Nice, bien, elle appréciait son talent. Elle a dit, Monsieur Yann, voici comment on fait à notre salon, c'est ce que je veux. Ouais. Puis Yann est le mélange de ça. Fait qu'à ce moment-là, tu es propriétaire de salon, tu le sais, ou bon, comment on doit mener, puis tu sais, c'est sérieux. Oui. Fait qu'à ce moment-là, c'est sérieux tout en t'amusant parce qu'on est des marchands de beauté, puis on est des marchands de bonheur, mais tout ça, parce qu'il faut être des marchands de discipline aussi, parce que si tu ne l'es pas... Ça ne fonctionne pas. Bon. J'ai un petit jeu que j'ai préparé pour toi, puis là, si ça se passe bien, je vais peut-être le refaire avec d'autres invités après, mais si tu jamais fait, c'est la première fois. Je vais être le cobaye. Oui, exactement. Cool. Là, dans le fond, je te parle de deux choses, puis tu me dis, dans les deux, qu'est-ce que tu préfères? OK. Le premier, est-ce que tu préfères la coupe ou la coloration? Coupe. Préfère la coupe. Oui. Est-ce que tu préfères couper à la verticale ou à l'horizontale? Dépendant de la coupe que je veux faire. Oui. Tu vas faire une ou l'autre, mais Oui. y a-tu une que tu préfères? Tu n'as pas de préférence, dans le fond? Sassoon faisait vertical, Oui. les autres faisaient horizontal. Non, il faut que tu sois habile des Faut que deux tu sois parce capable que de faire les dépendamment de la demande d'aujourd'hui, là. Hey. Ben oui. Tu sais, les clientes C'est aujourd'hui, important. là, ils te regardent faire, hein? Ils veulent le meilleur Ouais. résultat. Hein? Est-ce que, quand tu commences tes coupes, est-ce que la plupart du temps, est-ce que tu commences au vertex ou à la nuque? La nuque. Le plus souvent. Oui. Parfait. Quand tu commences ta maison, est-ce que tu commences par le toit ou... Ben, il y en a qui commencent au vertex. Moi, j'aime mieux commencer par la nuque, mais Oui. les goûts, ça se discute Oui. pas. Si tu avais à choisir entre faire une coiffure haute ou une permanente, c'est quoi tu préfères? Ben, une coiffure haute, c'est créatif, c'est artistique. Donc, Même, c'est beau. exact. Oui. Tu serais plus attiré par Ouais. ça. L'autre, est-ce que tu es plus fer plat ou fer à friser? Je vais te dire, OK, fer plat, on en fait, fer à friser aussi. Mais le fer à friser, je peux faire une boucle Oui, ou je peux la rendre aussi droite avec le fer à friser. à friser qu'un fer plat. Oui. Mais as-tu une préférence? Fer à friser, T'as mieux? oui. L'autre question, est-ce que tu es plus coupe homme ou coupe femme? Mais moi, je crois le cours que tu as fait de coiffure au tout départ, c'était femme, c'est Oui. ça? À ce moment-là, il n'y avait pas de coupe pour homme. Non. Puis est-ce que tu en fais des coupes pour hommes aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui demandent. Tu sais, les gens avant, tu allais chez le coiffeur, OK, un barbier, un coiffeur, se faire raccourcir les cheveux. Aujourd'hui, les coiffeurs, là, ou les clients viennent se faire coiffer. Exact. Ça a évolué. Oui. L'autre point, est-ce que tu aimes mieux coiffer le matin ou le soir? L'après-midi. Ça, c'est l'horaire que tu as aujourd'hui, ça. Donc, t'es pas un gars du matin, t'es pas un gars de soir, t'es un gars de l'après-midi. Oui. C'est parfait, ça. Tu vois, j'avais pas mis ça dans mes questions. Là, tu m'as... C'est bon, ça.
Est-ce que tu aimes mieux travailler dans un petit salon ou un grand salon? J'ai une grande superficie. J'ai 3000 pieds carrés dans le salon. Je pourrais avoir beaucoup plus de coiffeurs ou coiffeuses ou quoi que ce soit. Mais ce que j'aime, c'est surtout l'ambiance. On n'est pas des manufactures, là, et puis le contexte avec la clientèle n'est pas le même. Oui, c'est sûr. Petit, c'est trop serré. Et puis, dans le fond, t'aimes... être balancé un peu. OK. Ouais. Puis aussi, là, tu peux te permettre d'être moins de coiffeur dans 3000 pieds carrés, mais c'est le meilleur des deux mondes. Oui. Tu t'étouffes pas, puis... J'étouffe pas. Puis t'as l'intimité en plus de pareil. ça, mais ce que tu veux dans le salon, en plus, c'est pas juste la coiffure. Tu as l'esthétique, manicure, massothérapie. C'est... Oui. Je pense qu'on dit un salon de coiffure, mais moi, je pense que c'est un institut de beauté. Exact. C'est plus ça. Aujourd'hui, c'est ça. Je vois beaucoup plus ça comme un institut de beauté. Tu as raison. Est-ce que tu aimes travailler avec des assistants ou tu aimes mieux travailler pas d'assistants? Faire, dans le fond, ta création de A à Z ou tu travailles avec des assistants? Ou est-ce que tu as vécu les deux? J'aime travailler avec un assistant, mais pas juste parce qu'il est là pour m'aider à me donner. J'aime parce que je sens que je partage quelque chose avec lui ou elle. Oui. Comprends-tu? Ils sont là, puis ils te regardent faire. Tu sais, au lieu de leur dire, bon, on devrait faire ci ou faire une démonstration, ils me voient le faire, puis ils me voient le faire parce que c'est pas tous les clientes qui ont le même type de cheveux, c'est pas tous les clientes qui ont la même vision aussi de la coiffure. Fait qu'ils te regardent faire, puis en même temps, le coiffeur d'aujourd'hui écoute beaucoup la cliente. Oui. Tu sais, je me rappelle à mes débuts, le coiffeur disait à la cliente, non, c'est comme ça que je veux te faire, c'est ça. Aujourd'hui, la cliente te regarde, puis elle sait ce qu'elle veut. Ça ne t'empêche pas de suggérer, là. Oui, c'est vrai. Ben, il y a une participation qui est le fun. Ça aussi, fait que ça quand évolue. l'assistant est là ou l'assistante est là, c'est tout. Je trouve que on est là pour leur montrer où on est, puis où ils s'en allent, peut-être même nous dépasser, mais ils ont tout ce vécu-là. Ouais. Déjà. À ton salon, est-ce que les coiffeurs ont des assistants ou ils font tout de A à Z? Ou il y a des gens qui appliquent des couleurs? Y a-tu des coloristes? Est-ce qu'il y a des coiffeurs qui font uniquement de la coupe puis ils font pas de couleur? Comment ça fonctionne dans ton salon? Un mélange de tout ça. Oui? OK. Oui, Tu as un peu de tout. Oui, un mélange de tout ça parce que je trouve que notre génération de coiffeurs aujourd'hui, ils veulent tout savoir. Tu sais, ils veulent faire la couleur, ils veulent savoir comment une couleur se fait. Des mèches. Ils veulent, tu sais, même au salon, là, on n'appelle plus ça des mèches, on appelle ça des balayages. Oui, bien, qu'est-ce que tu veux. Ou des baisers de soleil, si tu veux. OK. Parce que souvent, on va faire... C'est de la lumière. Oui. Mais tu sais, souvent, on dit à une cliente... mais je dis, regardez, la façon de le présenter à une cliente quand tu veux faire des baisers de soleil... Tu dis, regardez tous les jeunes adolescentes au début de l'été, regardez la couleur des cheveux, puis regardez-les à l'automne. Ben, regardez le reflet que ça fait. Le beau blond qui est apparu. C'est ça. Fait qu'on a le moyen de faire ça aujourd'hui, puis on a le savoir de pouvoir le faire. Exact. Mais toi, quand tu as fait ton cours au tout début, oui. Est-ce que c'était uniquement de la coupe de cheveux puis de la mise en pli ou la coloration elle était déjà là ou... Parce que, mettons, quand j'ai parlé avec Jacques Aubert, bien, lui, il dit au début, la coloration existait plus ou moins. Donc, lui, il n'a pas appris ça à l'école, il l'a appris après. Toi, est-ce que tu as été coloriste ou pas? Moi, te le dire, ben, aux métiers commerciaux, premièrement, c'était la coiffure, tout ça, puis de la permanente. Il faisait beaucoup de permanente. Dans ce temps-là, retourne-toi 40 ans en arrière, c'était de la permanente, là, beaucoup. Comprends-tu? Okay. Et puis, il y avait très peu de couleurs. Mais par contre, moi, ma mère avait un salon de coiffure. Oui. Ben, j'étais là, elle faisait tout, maman. OK, elle faisait tout. Tout, la couleur, la permanente, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça que quand j'arrivais à l'école, c'est pareil comme j'avais 2 profs. Ben oui, c'est vrai. Ça t'aidait. 2 profs, puis en même temps, puis plus tu fais de... Moi, c'est ça que je dis à la jeune, quand je parle dans les congrès de coiffure ou quoi que ce soit, faites le plus possible de qu'est-ce qui se fait dans la coiffure. Ça va vous aider à devenir de meilleurs visagistes, de meilleures personnes,
pour mettre en valeur pas simplement ta coiffure, mais celle qui le porte. Exact. Comprends-tu? Prochain point. Est-ce que tu es un bon vendeur ou un mauvais vendeur de produits? Quand on parle de produits de coiffure, les produits capillaires, est-ce que toi, c'est important pour toi, ça? Ou c'est quoi qui t'agaçait ou il y en a qui n'aiment pas? Toi, comment tu as vu ça? Moi, là, tous les clientes maintenant, là, quand la cliente rentre chez moi, c'est ce qu'on fait nous. Premièrement, tu fais l'analyse du cheveu de la première fois. Tu choisis avec elle le type de shampoing, le type de revitalisant ou même le traitement qu'elle a besoin et qu'est-ce qu'elle doit être chez elle aussi. Puis ça, on le fait. Okay. Fait que chaque cliente qui rentre, j'ai sa feuille de route. OK. Tu sais? Fait que ta femme vient au salon. Bon, bien écoutez, on a fait ça, ça, ça. Je regarde vos cheveux. Regardez l'amélioration que ça fait. Est-ce que ça ne veut plus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je pourrais faire encore? Puis là, plus tu fais ça, plus tu suggères. Je ne vends pas un produit, non, je suggère. Ça se fait tout seul après. Je recommande un produit. Comprends-tu? Puis, exact. Puis après ça, là, tu regarderas l'attitude ou le comportement des clientes quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ah, j'ai remarqué que vous êtes tel. Oui, avez-vous essayé ça? Écoutez, on peut vous recommander ça si c'est fait pour vous. À l'Inde aussi. Tu sais, la cliente, là, c'est pas juste une tête que tu coiffes, que tu frises, que tu... Tu sais, c'est un soin. Exactement. Plus son cheveu est beau, bien, plus avoir plus le goût. travail est beau. Exactement. Puis tout le monde est gagnant dans ça. Ah oui. Et quand tu étais patron, bien, tu étais encore patron, mais ton garçon tête, mais tu es encore patron. Est-ce que tu considères que tu es un bon patron? Parce que des fois, là, on fait de notre mieux, mais des fois aussi, il y a des patrons qui sont trop sévères, il y a des patrons qui sont pas assez sévères, qui endurent trop. Toi, tu es situé où, toi, dans tout ça? C'est juste, c'est le comportement puis l'attitude. Tu sais, en réalité, je n'exigerai jamais rien à mon personnel que je ne m'exige pas à moi-même. Oui. Tu sais, à un moment donné... C'est vrai, ça. Tu sais, puis à un moment donné, un patron, c'est pas comme un coiffeur ou une coiffeuse. Un patron, c'est, bon, ben voici la maison, voici le travail qu'on fait, voici les heures qu'on commence, tout ça. C'est froid. Tu sais? Ce que je recommande, c'est l'attitude et le comportement qu'on va faire versus une cliente ou un client. Tu sais, on va dire, aujourd'hui, tu as autant de clients qui viennent dans le salon que des clientes. Hein? Fait que, ben oui. Puis à un moment donné, ils te choisissent pas juste parce que tu as un bon produit ou tu es un bon coiffeur. Tu es un bon être humain. Il y a un mot en anglais qui est très beau. Care. Tu sais? Prendre soin. Oui. La cliente sent qu'on prend soin. Exactement. Fait que toi, ben dans le fond, tu le fais le métier. Fait que comme tu dis, tu n'exiges pas à ton monde des trucs que tu fais pas toi-même. Non. Puis quand ils te voient faire, ben de montrer l'exemple, ça vaut beaucoup, là, ça. Hein? Puis regarde... Tu les inspires. Oui. Puis tu Puis regardes... eux t'inspirent. Oui, c'était... Il a invité, puis en plus de ça, quand tu veux être patron, c'est qu'au début, tu regardes, OK, ça, c'est le salon, on a une super clientèle, on est comme ça. Être patron, c'est que, OK, je veux que ta chaise soit propre, je veux que ton bureau soit propre, je veux que tes bras soient propres, je veux que toi, tu sois propre. Ça, quand tu demandes au personnel, quand tu les engages, c'est ça qu'on veut. Oui. Le reste, là, c'est de la création. Oui. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est... Oui. C'est peut-être pour ça, quand tu regardes les coiffeurs aujourd'hui, de plus en plus, il y a une interaction entre la cliente. J'ai remarqué aussi que la cliente est moins gênée de demander ce qu'elle aime ou quoi que ce soit. Oui. Fait que t'es beaucoup plus juste que coiffeur ou une coiffeuse. Ben oui, il y a une relation, là. Ouais. Toi, il y a des clientes que tu dois avoir depuis des années. Oui. C'est plus des clientes, ça devient des amis. Oui. Ils savent toute ta vie, tu sais la leur. Oui. Il y a une confiance. Puis je m'arrange pour mieux savoir leur vie. Exact. Ça, c'est encore plus important. Oui.
Là, on a fini mon jeu. Merci. Ça s'est bien passé quand même. Je vais le refaire avec d'autres. Ben, t'es bon en plus de ça. Ben, merci. Mais avant, je me souviens, moi, dans les dernières fois, j'étais allé à l'ABA qui avait les concours. Il y avait l'ABA qui t'avait, dans le fond, donné des plaques pour souligner tout le travail que tu as fait pour l'industrie de la coiffure. Je voulais que tu m'en parles là, de ça. Comment tu as reçu ça, puis dans le fond, c'était mérité, là, s'il y a quelqu'un... Regarde, c'était un dimanche soir, puis bon, c'était le soir qu'on avait le concours de coiffure Québec, comprends-tu? Et puis là, à un moment donné, j'ai vu comme Dorian Dalati. Oui. Bon, et puis elle rentre sur le plateau avec une grosse plaque, tu sais. Ben, j'ai dit, c'est pas tout de suite, Dorian. Toi, tu pensais que c'était pour les gagnants du concours? Elle me dit, Léopold, est-ce que je peux parler? Ben, Dorian, j'ai rien à cacher. Puis là, elle part, elle dit, ce gars-là, depuis qu'il est sur le plateau, tout le temps, depuis des années que je le connais, il est toujours en train de vanter tel coiffeur, telle coiffeuse, tel faire ci, tel faire ça, puis tout ça. Mais ça, c'est pas compris dans le trophée. Mais lui, il te fait sentir comme ça. Puis elle a dit pourquoi il y a tellement de coiffeurs et de coiffeuses qui veulent venir faire des concours par rapport qu'il les met en valeur. OK? Puis il ne met pas en valeur juste le gagnant ou la gagnante. Il met ces gens-là qui expliquent aux autres combien d'heures de pratique, combien de jours qu'ils sont entraînés à faire. C'est beaucoup plus qu'un mérite de gagner. Oui. C'est fait ça. que tu as eu ta belle plaque qui était vraiment bien qui était méritée. Là. Oui. Puis si on peut, tu me donneras une photo de tout ça, puis on le mettra sur Facebook. Ah ben oui, avec plaisir. Puis les autres, c'est la même chose. Les États-Unis, c'est la même. Quand ils m'ont donné, là, tu sais, je veux dire... Pour moi, là, où j'étais vraiment surpris, là, c'est quand Redken International, puis tu sais, Dieu merci qu'aux États-Unis, tu as des top coiffeurs, ou, je veux dire, ou quoi que ce soit, qui m'ont invité à représenter Redken au championnat mondial de coiffure qui avait lieu à Miami. Ah oui? Wow! Tu sais, j'étais arrivé là, parce que je suis parfait bilingue, fait qu'à un moment donné, ça aidait beaucoup. Mais tu ris, les gens aiment ça, puis en même temps... Tu parles de bilingue. Ben moi, j'ai eu longtemps, avec les écoles de coiffure Tornade, puis certains salons obliques, des associés, André et Éric, ben, Isabelle, bien sûr, mais on allait aux compétitions, puis il y a une phrase que tu disais à chaque compétition, puis que Éric et André ils aimeraient que tu redises, si c'est possible, là. Quand tu leur disais aux compétiteurs de ramasser leurs effets personnels, tu le disais en français et tu le disais en anglais. Oui. Puis ça, c'était la phrase préférée de mes deux associés, Éric et André. Oui. Est-ce que tu peux la dire, cette phrase-là, en anglais, que tu disais à chaque compétition de coiffure, de ramasser leurs effets personnels pour pas qu'ils oublient le truc, pour pas que les juges puissent les identifier? C'est quoi ça. Tu disais? OK. N'oubliez pas d'emmener avec vous tous vos effets personnels. Oui. Please, don't forget all your personal belongings on the chair. Ça, c'était la phrase préférée de mes associés. Que, quand ils vont écouter le podcast puis ils vont t'entendre dire ça, c'est sûr que ça va les toucher. Mais ces gens-là... Tu l'oubliais jamais. Parce que, tu sais, quand tu es là, tu n'es pas là juste pour animer. Tu es là à côté d'eux. Là. Juste la façon de te promener, juste d'à côté, de faire un petit sourire, t'enlevais le stress. Oui. Tu les calmais. Mais c'est des collègues. Tu sais, t'es là, c'est des coiffeuses, des coiffeurs, puis t'es là, puis tu dis « Hey, vous êtes toutes des stars, là. Vous avez 3000 personnes qui vous regardent. Oui. OK? Peu importe si vous êtes tous des gagnants. » C'est vrai. Puis en plus de ça, il y a beaucoup de monde qui sont là, qui aimeraient être à votre place. Exactement. T'sais? Tu l'as fait longtemps. Un gros bravo, un gros merci. Est-ce que c'était ton premier podcast? Oui. Premier avis? Oui. Ben, oui, puis je suis content. Je suis content parce que c'est fait par un ami. Ben oui. C'est fait par quelqu'un qui aime la coiffure autant que moi. T'es gentil. C'est quelqu'un qui était... Tu sais, tu parles de patron. Oui. Tu étais plus qu'un patron. Je voyais les gens à tes salons, là. Oui.
c'était des collaborateurs, c'était pas vrai. des employés. C'est pour ça, quand tu disais patron, tu avais cette façon-là de dire, donnez leur juste. Oui. OK? Puis tu es pareil aujourd'hui. Tu sais, je te regarde faire, là, tu interviews, quoi que ce soit, tu éprouves un plaisir à faire ça. Ben oui. C'est agréable, mais c'est parce que c'est agréable, parce que c'est moi qui est assis dans la chaise, puis c'est toi qui poses des questions. Seigneur, tu me fais parler. Ben oui, mais j'invite des gens qui ont beaucoup à dire. Fait que c'est Ouais. facile pour moi. Ouais. Puis c'est des gens pour qui j'ai de l'admiration. Fait que c'est un travail facile que j'ai à faire. Puis ça me permet d'aller plus en profondeur dans les connaissances. Puis, On connaît une bonne coiffeuse aussi, tu sais, Anna. oui, Tu sais, Anna, elle a cette façon de communiquer. exact. Tu sais, elle donne envie de faire les choses. Puis c'est peut-être pour ça, avec tout ce qu'elle fait comme concours, présentation, tout ça, je pense que pour Anna, c'est non simplement une passion, c'est un besoin. Exact. Elle a besoin de faire ça parce qu'elle se renouvelle constamment. Elle n'arrête jamais. Tu sais, je regarde là, tous les travaux qu'elle fait. Là. Juste avant le podcast, je lui ai parlé au téléphone à Anna Pachito, puis je lui ai dit qu'on était pour être ensemble aujourd'hui pour un podcast, puis elle a dit qu'elle avait hâte de l'écouter. Ah, ben ça, puis ben ça. Moi, ce que je viens de te dire là, ça me fait penser, c'était pas... Il n'y a rien de préparé, hein? Exact. C'est ça qui est le fun. Ça sort spontané. Mais c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens comme toi, comme moi, comme Anna, comme d'autres célèbres coiffeurs et coiffeuses à côté, qui donnent envie, qui redorent le métier. Ben oui. Si toi, tu avais ton propre podcast, tu aurais 3-4 personnes à inviter, ça serait qui que tu inviterais à ton propre podcast demain matin? Tu inviterais qui? 3 personnes à la fois. Oui? Ouais. 3 personnes à la fois? Ouais, ouais. Ça serait qui tes premiers invités? Parce que j'aimerais ça que tout le monde... Puisse passer. Okay. Anna. Oui? Tu Oui. inviterais Anna? Oui. Anna, comme coiffeur, là, j'inviterais... il n'est plus là maintenant, mais il s'appelait Jean-Claude Quevillon. Oui. Donc, tu sais, ce gars-là, c'était une passion. Tu sais, Oui, je veux oui, dire. oui. Mais j'inviterais Stéphane. Le connais-tu? Stéphane? Oui. Oui. Et puis, qui j'inviterais à Québec aussi? Voyons. J'ai un blanc de mémoire. Là. À Québec, M. Pelchat? Oui. C'est des gens qui... Marcel, il y a des choses qui fait vivre aux gens. Oui. Tu sais, Marcel, là, t'es pas juste un coiffeur. T'es la personne qui est là, qui travaille avec l'autre personne. Oui. Tu sais, c'est... puis je pourrais t'en nommer beaucoup que tu pourrais inviter là, aujourd'hui. Ben oui. À un moment donné, ce serait peut-être le fun que tu invites pas juste 2-3, là, mais 4-5, puis tu prépares des questions. Oui, oui, oui. Ouais. Bien, ça, on veut faire, là, après Noël, on veut faire d'autres podcasts, mais sur des thèmes à 2-3 invités à la fois. Ouais. Puis aussi, on veut... il y a des jeunes coiffeurs qui ont fait des beaux concepts de salon de coiffeur. Oui. Ça, j'aimerais beaucoup aussi faire un podcast avec des gens de la relève puis qui ont une façon différente de faire le même métier que nous, mais qui ont un succès puis tout ça. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on va faire ça après Noël. Oui, puis ils ont une façon de faire une décoration de salon qui est personnalisée en plus. C'est tout ça. Ouais. Si jamais tu as besoin... Oui. Je pourrais te co-animer avec toi. Ça ben oui. Tu t'es habitué. Bien sûr, on aurait du fun. Ben un gros merci. J'en ai du plaisir avec toi. Gars, tu m'interviews, là, puis tu me demandes toutes sortes de choses, puis les gens ne te voient pas, là, ça, mais tu sais, tu souris, tout ça. Fait qu'à me dire, c'est facile de répondre parce que tu as toujours un sourire. Tu dis pas, je l'ai pas, non. T'es bien fin, Léopold. Merci d'être venu, puis j'apprécie énormément. Puis, c'est sûr qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures parce que tu as tellement fait de choses pour les coiffeurs. Puis il y a plein de coiffeurs que leur métier est différent aujourd'hui parce que tu as fait des gestes puis ils sont même pas au courant de ça, mais il y en a plein aussi qui sont au courant de tout ce que tu as fait pour l'industrie. Bravo, puis merci beaucoup. Oui. Oublions pas, c'est que les coiffeurs, comme message, on n'est pas simplement des marchands de beauté, on est des marchands de bonheur. Exactement. Merci, Léopold. Plaisir, mon ami.